Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, 11h05, 1000 excuses pour ce léger retard, le temps d'ajuster un peu les graphiques, rebond des marchés actions de la zone euro sur des seuils critiques. Je vais revenir sur le comportement du marché d'échange que je vous ai décrit tout à l'heure, avec tout le contraire de ce qui s'est passé durant la session asiatique. L'euro-dollar recule depuis une résistance. Attention, le dollar américain est parfaitement neutre, ce sont toutes les autres devises qui sont hyper directionnelles. Le rapport au risque du yen et de l'euro, alors essentiellement le yen qui chute, rebond de l'USD yen avec la reprise des marchés actions, l'euro-dollar qui recule, l'euro et le yen qui partagent ce statut de devise de financement, l'euro et le yen qui sont vendus quand le marché se repositionne sur les places boursières actions, ce qu'il se passe ce matin sur l'Eurostoxx 50 qui tient ce seuil décisif que même les non-chartistes regardent, les 3000 points, le DAX, le CAC, rachat de short donc sur les marchés actions, rachat de short sur l'USD yen, rejet de l'euro-dollar sous résistance, les devises des matières premières qui rebondissent après avoir vécu une session asiatique catastrophique. Bref, voilà le topo que je peux vous proposer sur ces marchés financiers. Nous sommes le 29 septembre, un mardi qui sera concerné par des statistiques au sein de la zone euro et des statistiques américaines. Vous avez bien sûr sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Moi je vais vous mettre ici en plein écran ce graphique de l'Eurostoxx 50. Et donc vous savez les 3000 points, pour connaître quelques personnes qui sont dans des grandes salles de marché des banques françaises, certains regardent l'analyse technique, d'autres non. Et les quelques-uns qui regardent l'analyse technique, et parfois me posent des questions d'ailleurs à ce sujet, sur l'Eurostoxx 50, il n'y a que deux niveaux qui les intéressent, 3000 points et 3300 points. Alors l'Eurostoxx 50, bon, vous savez que c'est le contrat à terme le plus négocié en Europe. Il suffit de regarder ce qu'a pu vous montrer d'ailleurs vendredi dernier dans la conférence en ligne Tarek El Mari, le volume entre le contrat DAX et le contrat Eurostoxx 50, ce que vous retrouvez d'ailleurs sur le CFD GR30 et EUSTX 50. Bref, autant les 3300 points de l'Eurostoxx 50 ont été fermement vendus en août, en septembre, encore mi-septembre, avec la conjonction de thèmes fondamentaux d'inquiétude que nous connaissons, la Fed, la macroéconomie des grands pays émergents, la demande chinoise, l'inflation au sein de la zone euro, le scandale Volkswagen, mais qui est bien plus qu'un scandale, un vrai choc microéconomique. Bref, pour toutes ces raisons, les 3300 points étaient donc vendus. Par contre, les 3000 points sont à la fois le point bas de l'année 2014 et, pour le moment, l'ultime garant. Si un jour l'Eurostoxx 50 bascule sous les 3000 points, les actions de la zone euro s'enfonceront dans un bear market. Le CAC chutera à 3600. Le DAX chutera à 8000 points. L'Eurostoxx 50, ça doit être votre guide, en tout cas sur le plan de l'analyse technique. Sous 3000 points, c'est fini. Sous 3000 points, c'est le grand bear market. Sous 3000 points, on se refait une année 2001 et une année 2008. Sous 3000 points sur l'Eurostoxx 50, le DAX file à 7500. Le CAC file à 3600. Ça, c'est le risque. Mais ce garant chartiste, pour le moment, il tient. Alors, ce que nous montre aujourd'hui la session européenne, sa première partie, c'est donc cette reprise du benchmark Eurostoxx 50 sur ces fameux 3000 points. Alors c'est vrai que chaque jour, je vous invite, lorsque vous tradez le CFD GR30 ou le CFD France 40, enfin FRA 40, à tenir compte des niveaux techniques de l'Eurostoxx 50, parce que les investisseurs internationaux, et vous le savez à la Bourse de Paris, qui assure l'essentiel du volume, ils ne regardent pas le niveau du CAC. Ils s'en fichent complètement. Ils ne regardent pas le niveau du DAX aussi, très peu. Par contre, ils voient l'Eurostoxx 50 à 3000 points. Dans un premier temps, ils payent. Le jour où ce niveau, ils vont le shorter et où ça va casser, si ça casse, là par contre, forcément, là, on perd 10 à 15% de plus. Donc, ce marché, et ici le CFD EUSTX 50, doit être votre guide. Et ce matin, si le marché a acheté du DAX et a acheté du CAC, c'est essentiellement parce que les investisseurs internationaux ont vu l'Eurostoxx 50 sur 3000 points. Après, admettons aussi que sur le DAX, c'était propre. Alors, pour le moment, de quoi s'agit-il? Il s'agit de rachat de shorts. Un rachat de shorts, c'est pas le point bas définitif, c'est pas un creux majeur. C'est une réaction, prise de bénéfice dans une tendance baissière.
Ne vous trompez pas, la tendance des marchés actions depuis le printemps dernier, elle est baissière. Le DAX, il perd 30% depuis ses points hauts du mois d'avril. Au plus haut des marchés actions en avril dernier, le DAX prenait 25%. Donc, nous sommes dans un bear market de moyen terme. C'est un fait. Ce qui pourrait transformer ce marché baissier de moyen terme, j'appelle moyen terme plusieurs mois, en un marché baissier de long terme, qui peut s'installer peut-être sur un an et demi, donc durer encore quelques mois, ce serait, sur le plan technique, de briser ces fameux seuils critiques. Ceux mêmes qui, ce matin, ont entraîné, non pas un point bas majeur, pas s'exciter, mais des rachats de short, dans un premier temps. Donc, ces niveaux critiques, vous les connaissez, 9300 points, 340 sur le DAX, le point bas du 24 août, le point bas du 24 septembre, et donc, pour le moment, la séance du 29 septembre, elle n'est pas terminée, mais ce matin, des rachats de positions vendeuses. C'est donc probablement de cette façon-là qu'il faut raisonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser une réaction intraday comme une vue de marché à moyen long terme, mais simplement, dans des marchés actuellement très volatiles, soumis à une conjonction d'incertitude, je dirais, certains niveaux techniques provoquent donc ce type de réaction volatile, justement parce que le niveau de la volatilité a augmenté. Donc il faut s'attendre au contact des gros niveaux techniques à ce type de réaction, notamment en première intention. Bon, là pour le coup sur le DAX, l'Eurostoxx 50, c'est la troisième fois que le marché revient sur ces niveaux-là. Le risque de cassure n'a pas disparu. Le risque de cassure est même bien présent. Donc, soyons extrêmement prudents. En tout cas, il n'y a pas de mystère technique aujourd'hui. Le DAX, s'il a rebondi, c'est parce qu'il a rebondi sur ce niveau critique des 9340 points, mais surtout donc l'Eurostoxx 50 et le fameux niveau des 3000 points. Alors, à quoi peut-on nous attendre maintenant sur l'Eurostoxx 50 ? Écoutez, le niveau des 3000 points est tellement important, moi je vais vous le remontrer ici sur un graphique de long terme. Voici le graphique de l'Eurostoxx 50. Je me suis même trompé en disant que les 3000 de l'Eurostoxx 50 étaient le support de l'année 2014. Figurez-vous que c'était aussi le support critique de l'année 2013. Donc autant vous dire que si le marché venait un jour en clôture hebdomadaire à basculer sous ces 3000 points, c'est pas pour perdre 1% de plus, et au moins 10. Au moins. Ce qui là ramènerait notre cher DAX, en effet, entre 7005 et 8000 points. Mais pour le moment, en tout cas en cette matinée européenne, le marché tient encore sur les 3000 points. D'ailleurs, en 2014, le range était 3000-3003. Eh bien, pour le moment, admettons qu'on s'est réinstallé sur ce range 3000-3003. Alors, il y a actuellement des liens intermarchés qui sont forts, notamment entre les matières premières, les taux, les devises et les marchés actions, notamment plus particulièrement entre le marché des devises et le marché actions. Marché actions, c'est celui qui vous intéresse a priori le plus. Le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50. Sur le marché des devises, vous devez faire le lien avec le yen et un peu l'euro, mais un petit peu. Le yen, pourquoi ? Parce que bon, c'est globalement convenu, acquis. Il y a une corrélation forte entre la dynamique générale des marchés actions et la dynamique générale du yen, ça c'est un fait. Lorsque les marchés actions baissent, le yen s'apprécie. Il y a une corrélation comme ça, qui est négative, qui est due à l'aspect refuge de la monnaie japonaise sur le marché des changes. Ce matin, le DAX 9340, l'Eurostoxx 50 3000, on va dire pour les deux indices boursiers les plus importants de la zone euro. C'est pour ça d'ailleurs que le CAC, ce matin, ses niveaux techniques ne sont pas propres. Il avait même fait des nouveaux plus bas. Si vous aviez regardé que le CAC 40, vous pouviez vous demander mais pourquoi on rebondit ? Bon, c'est parce que voilà, d'autres indices plus larges étaient sur des niveaux importants. Notamment l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, bon, sa structure technique, elle n'est pas complexe. Je pense au fond que ce triangle symétrique, bon, il a un rôle, on peut encore le laisser. Mais au final, je pense que la réalité maintenant technique de l'USD Yen, ce serait davantage un rectangle.
un range entre 119,20 et 121,20, donc 200 pips. Voilà maintenant la nouvelle lecture que je vous propose ici sur le plan de l'analyse technique sur le taux USD-Yen entre 119,20 et 121,20. À peu de choses près, peut-être qu'on peut ramener ça du 3000-3003 de l'Eurostoxx 50. Alors, ce matin, après avoir été vendu durant toute la session asiatique, séance catastrophique sur les places boursières asiatiques, et donc forcément un yen japonais qui s'est apprécié, eh bien l'USD-Yen, lui, a tenu le niveau des 122,22 yens. Alors, l'USD-Yen a-t-il abandonné cette phase de repli en place depuis le niveau des 121,20 ? À la lecture des chandeliers japonais, c'est certain qu'on a un chandelier de rupture, on a une réaction initiale, et en partant du principe que ce range peut durer, pourquoi pas remonter en direction de sa partie supérieure. Moi je tiendrai encore compte quand même de cette oblique de résistance, du triangle symétrique, parce que les cours ont tenté d'en sortir par le haut pour le réintégrer violemment, ce qui se traduit généralement par un contre-pied en sens opposé, c'est ce que vous avez d'ailleurs pu constater, puisqu'on est revenu carrément dans la partie basse. Mais admettons qu'après ce chandelier H4 ici de reprise sur les 119,20, pourquoi pas revenir chercher ici le niveau des 120, voire des 120,50, voire des 120,60 dans un cadre de court terme. Ce qui serait là aussi très dommageable pour le taux USD-Yen, si je devais rapprocher ça des 9340 du DAX ou encore des 3000 points de l'Eurostoxx 50, eh bien la traduction de ces niveaux sur les indices boursiers se trouve entre 118,90 et 119,20 sur l'USD-Yen. Basculer sous ce niveau, ce serait pour l'USD-Yen un retour sur les points bas du 24 août, essentiellement parce que le yen japonais s'apprécierait. Alors, on retrouve ce positionnement lié au risque sur la monnaie unique européenne, mais d'une façon beaucoup plus marginale, parce que l'euro n'est pas encore, au même titre que le yen japonais, une devise de financement, ce qui pourrait changer si la Fed venait à relever ses taux d'intérêt, en augmentant l'écart de taux d'intérêt entre la zone dollar et la zone euro. Là oui, on aurait le point de départ de stratégie massive de carry trade. Et là oui, l'euro serait une devise de financement, d'accord, qu'on emprunte pour acheter des devises qui rémunèrent davantage. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Admettons tout de même que l'euro, de plus en plus, et essentiellement parce que la Banque Centrale Européenne écarte pour le moment une extension de son programme de quantitative easing, alors elle va peut-être le faire en octobre, et pour l'instant dans les mots, elle l'écarte. C'est pour cette raison que l'euro a eu un comportement très similaire au yen. La meilleure façon de constater que l'euro a un comportement très similaire au yen est de regarder la dynamique de l'euro-yen. Et là, sans surprise, l'euro-yen, c'est parfaitement plat. Il ne se passe, c'est étonnant. Le yen a flambé durant la session asiatique, l'USD-yen a coulé, le GBP-yen, toutes. Et l'euro-yen, lui, il est resté tout plat, avec des micro-chandeliers. Et bien parce que l'euro et le JPY, à court terme, partagent un statut équivalent, leur rapport au risque, et entre autres ici, la version au risque. Donc l'euro-yen est parfaitement flat, mais toujours en position sous les 135 yens. Alors, ce qui pourrait changer, je dirais, ce statut de l'euro, qui clairement, depuis hier, a attiré les capitaux en tant qu'actif refuge, d'une certaine façon. Ce qui pourrait changer ce positionnement vis-à-vis de l'euro, ce serait de voir une Banque Centrale Européenne réajuster ses anticipations d'inflation. Si la Banque Centrale Européenne révise en baisse ses anticipations d'inflation, et on a tout à l'heure à 14 h la première estimation du niveau de l'inflation en Allemagne au mois de septembre, si par exemple c'est révisé, si le chiffre est décevant en Allemagne, et si cela amène la Banque Centrale Européenne à agir, vu la distorsion des politiques monétaires, l'euro, qui là a eu à court terme un rôle refuge, il pourrait très rapidement perdre ce rôle, et à ce moment-là se replier. Bon, en tout cas, admettons qu'à court terme, l'euro et le yen se sont comportés de manière très proche, mais c'est pas certain que cela se poursuive. Maintenant, que nous dit l'analyse technique de l'euro-dollar? Elle fonctionne bien, l'analyse technique de l'euro-dollar. Je dirais que je résumerais sa situation à une imbrication de ranges, de plus en plus étroits. Bon, je vous ai montré hier des graphiques de long terme, je ne reviendrai pas sur ces graphiques de long terme, vous les connaissez par cœur. Le canal de hausse depuis le mois d'avril dernier,
la ligne de tendance baissière depuis les 1,40, délimitant désormais la compression entre 1,10 et 1,1450. Elle se réduit cette compression, c'est le principe des obliques, à mesure que l'axe des abscisses se déploie, les obliques se rejoignent, la volatilité qui sépare le point bas du point haut est de plus en plus étroite. On avait avant un range 1,05, 1,15, on a maintenant un range 1,10, 1,1450. Ça c'est pour la trame de fond. Maintenant à court terme, il existe aussi un range sur le taux euro-dollar, je dirais entre 1,11 et 1,13 pour arrondir, mais pour être plus précis, entre 1,10,87 et 1,12,70, 1,12,90. Alors ce matin j'ai choisi un titre pour le point euro-dollar. Sous résistance, le marché a donc en effet reculé depuis une zone de résistance, comprise entre 1,12,70 et 1,12,90. Mais dans les marchés actuellement, il faut être réactif. 1,12,15, c'est un niveau de support. Pourquoi les 1,12,15 sont un niveau de support? Eh bien, vous pouvez constater le rôle pivot de ce niveau sur ce graphique intraday. C'est la médiane du range 1,12,15. À peu de choses près, on est en plein milieu des 1,10,87, 1,12,96 dollars. Et donc, ce niveau a été dépassé hier. Alors, si hier l'euro-dollar a dépassé les 1,12,15, c'est pas parce que le dollar américain a baissé. Je vais vous montrer un graphique du dollar américain qui ne baisse pas, mais qui ne monte pas non plus. En position d'attente normale, en fin de semaine, on a le rapport NFP. Je vous rappelle, hier quand même, la Réserve fédérale des États-Unis semblait bien partie pour un resserrement de sa politique monétaire et dès le mois d'octobre prochain, même si je pense que ça n'aura pas lieu. Si l'on écoute William Dudley, le gouverneur de la Réserve fédérale de New York, alors qui a un droit de vote au sein du FOMC, le premier relèvement de taux de la Banque centrale aurait lieu le 28 octobre. Autant vous dire que les probabilités ne favorisent pas ce scénario, et c'est sans surprise, puisque M. Dudley et M. Lockhart sont les deux faucons de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc de toute façon, lorsqu'ils parlent, on ne peut pas s'attendre à autre chose. L'euro-dollar, d'un point de vue technique, c'est limpide. Résistance 1,1270, 1,1296, médiane 1,1215, support entre 1,1087 et 1,1147. Ce matin, le marché était sous résistance, il a reculé. Il réagit maintenant sur 1,1215 dollars. C'est la médiane de la pattern. On a eu ce matin l'opportunité de shorter sous résistance. Sur 1,1215, mieux vaut prendre ses bénéfices. Pour simplifier, je dirais que maintenant la situation technique est celle d'un range entre 1,1215 et 1,1267. 1,1215, 1,1267 dollars, c'est le trading range intraday du taux euro-dollar dont les cours vont sortir aujourd'hui entre 14h et 16h, soit avec l'inflation allemande, soit avec la confiance du consommateur US selon le Conference Board. Voilà, bon, j'espère que c'est assez clair comme vue générale de marché. Maintenant, le reste des paires majeures, l'US dollar index de FXCM, il ne se passe rien, neutre entre 12 049 et 12 095. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que lorsque l'euro-dollar chutait, l'USD yen rebondissait. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que lorsque l'euro-dollar chutait et que l'USD yen rebondissait, l'AUD-USD, lui, rachat de short sur les 0,6945 dollars, mais attention, rachat de short déjà en train de se tarir. Le risque pour l'AUD-USD, essentiellement lié aux perspectives macroéconomiques chinoises et au prix à l'exportation des matières premières et notamment des métaux industriels en ce qui concerne l'Australie. Et là je vous invite à suivre la dynamique générale du cuivre ou encore du platine. Le platine c'est important parce que c'est le métal industriel le plus utilisé par l'industrie automobile. Ça c'est à savoir, c'est un baromètre aussi de la réalité de l'activité, du niveau d'activité de l'industrie automobile. Moi la UD-USD, je reste hyper baissier. Je pense toujours qu'à horizon 6 mois, ce marché peut se replier significativement. On a tenu ce matin 0,6945 parce qu'il y a eu un rachat de short, mais le risque reste toujours de retomber sous ce niveau. Y a-t-il là une résistance horizontale? On voit que le marché en forme à 0,6985. Je vois pas réellement là de résistance horizontale hyper précise.
même pas de niveau technique, même pas d'oblique particulière ici en intraday. Je vais éventuellement passer sur l'horizon de tendance supérieure, voir si je peux vous attraper une petite oblique. Non, franchement rien. Hormis le fait que maintenant, voilà, ce marché, entre 0,6945 et 0,7045, on a ce range de 100 pips. Pour moi, le risque, c'est d'en sortir par le bas. Mais pour le moment, je ne vais pas l'anticiper. Donc 0,6945, 0,7045, voilà les deux niveaux techniques à retenir sur la UD-USD. Alors, je vais continuer donc le tour d'horizon des paires majeures. On va parler du USD-CAD qui s'apprécie mais de manière beaucoup plus lente que par le passé. Bon, ça c'est pas une nouveauté, on le sait. L'USD-CAD qui malgré tout est la seule paire majeure à réaliser des cassures en tendance. Ça c'est quand même à noter. Prenez l'USD-CAD en données journalières. Il nous avait fait une shooting star le 24 septembre. Il l'a complètement prise à contre-pied. C'est-à-dire qu'il a continué de progresser. Alors en réalité, l'USD-CAD a donné un signal d'achat en cassant les 1,3330, son précédent sommet annuel. On avait d'ailleurs une belle résolution haussière d'une structure en biseau descendant sur le RSI journalier, qui était précurseur de l'accélération haussière des prix. Ce marché a tendance à monter mais par paliers. Admettons que lorsqu'il atteint des résistances, il se replie et parfois fortement. Mais assez vite, les supports sont achetés. D'un point de vue technique, ça reste haussier, sauf qu'on était hier sur support. Et il me semble d'ailleurs dans le Good Morning Euro-Dollar du 28 septembre avoir expliqué que parmi tous les graphiques intraday, j'avais deux préférences. La ligne de tendance haussière de l'USD-CAD qui a fonctionné. On temporise actuellement à plat. J'ai le sentiment que c'est qu'une phase latérale avant d'aller plus haut. Mais surtout, le NZD-USD qui lui évoluait dans un range, toujours d'ailleurs, et qui se situait sous résistance, et notamment la résistance à 0,6410 $. Et au moment où je vous parle, le NZD-USD, il est en plein milieu du range. Donc, dans l'absolu, en plein milieu du range, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je reste pour le moment sur cette lecture technique qui consiste à dire que on vient de reculer depuis les 0,64 $, donc je vise toujours un repli en direction des 0,6250 $. Le câble sur le fil du rasoir, le câble 1,5170 $, c'est le seuil critique. Ça fait depuis 6 mois maintenant que le marché ne brise pas les 1,5170 $, dans une forme d'équilibre des forces entre la monnaie britannique et la monnaie US, entre 1,5170 et 1,58. Admettons cette fois-ci que la réaction sur les 1,5170 est très différente de celle du mois de mai 2015, très différente de celle de juin 2015, ou encore très différente de celle du 6 septembre 2015. Le marché peine à rebondir, il a tenté hier de le faire, il n'y est pas parvenu, pour autant il le peut encore, tout simplement parce que même sur les graphiques intraday, il n'y a pas de cassure des 1,5170. Donc, le taux de change GBP-USD me semble être au bord du gouffre. Il faut surveiller les clôtures intraday. Une cassure, et là par contre, je pense que ce marché peut perdre 200 à 300 pips de plus. Donc l'USD-CAD, le GBP-USD, l'USD-Yen, l'Euro-Dollar, la UD-USD. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour d'horizon de toutes les paires majeures. Un mot sur le Bund, puisque je le suis tous les jours. Le contrat de taux de l'Allemagne fédérale à 10 ans. Un contrat qui est acheté depuis le printemps dernier dans un canal à faible pente, sur fond essentiellement d'achat de la Bundesbank, alors qui agit pour la Banque Centrale Européenne, sur fond aussi d'une aversion au risque. Le marché de la dette souveraine de la zone euro a été acheté pour deux raisons. D'une part parce que les capitaux ont partiellement quitté les actions de la zone euro, mais surtout parce que le marché de la dette souveraine des pays émergents a souffert. On peut citer quelques grands pays émergents, et forcément en premier le cas du Brésil qui fait parler, mais pas seulement, des économies qui sont en difficulté et dont le marché de la dette a fait fuir les capitaux. Et donc ces capitaux qui ont quitté le marché de la dette souveraine de ces pays en difficulté
eh bien, sont revenus aussi vers le marché de la dette de la zone euro, entre autres. Bon, essentiellement aussi parce qu'on sait que la Banque Centrale Européenne est un acheteur en premier ressort. Dans tous les cas, le contrat Bund a aussi bénéficié de la version générale au risque. Il progresse. Je vous parle tous les jours du niveau des 156, en envisageant d'ailleurs la cassure des 156. Avons-nous une cassure des 156? C'est un niveau de prix important parce que c'est le prix d'engagement du contrat lorsque la Banque Centrale Européenne a lancé son QE. C'est pas évident, j'ai pas le sentiment qu'on a cassé la résistance. J'ai un biais positif au-dessus du premier support à 155,50. Il est vrai donc que je conserve une anticipation positive au-dessus des 155,50. Le contrat a été bien servi par la version générale au risque et la baisse des marchés actions. Je dirais maintenant que pour voir le Bund accélérer réellement au-dessus des 155,50, il va falloir que la Banque Centrale Européenne donne de la voix et qu'elle explique qu'à tout moment, elle peut augmenter ses achats de titres de dette souveraine. Le contrat a de toute façon besoin de ça pour s'apprécier. Pour quelle raison? Parce que comment voulez-vous qu'un marché qui rémunère presque zéro attire des capitaux de manière massive? Ça a été le cas pendant longtemps. Moi, ce que j'ai observé dans les mouvements de flux, c'est que les capitaux qui ont quitté les actions, ils ne se sont pas précipités sur le marché de la dette souveraine au sein de la zone euro. Certes, ils y sont un peu allés, mais bon, 0,50% par an, ça fait pas rêver. Alors certes, les taux sont bas, c'est toujours ça. Et puis forcément, c'est toujours mieux que moins 30% sur les marchés actions, c'est un fait. Mais ce qu'ont pu observer, ce que disent les rapports sur les flux, c'est que les capitaux qui ont quitté les actions, ils sont restés liquides. Donc, ils ont renforcé la poche liquidité. Alors, voilà, donc là j'ai parlé de quoi? Les indices boursiers, le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC, les paires majeures, le Bund, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, les matières premières. Les fameuses matières premières. Le gold. Alors, le gold, c'est baissier, et over baissier. Permettez cette expression. Piège, fausse cassure des 1147 $, résistance majeure. Réintégration, pullback, cassure d'un canal de hausse, le marché recule, je pense que l'once d'or va baisser davantage. Alors déjà, il y a un repli général des métaux. Les métaux qui sont directement liés aux perspectives de la demande chinoise, ça c'est une chose, mais surtout le dollar US qui reste fort, en position d'attente mais fort, sous résistance mais fort. Alors, on peut envisager que d'ici le rapport NFP, l'or baisse. Attention par contre, attention, le marché fonctionne souvent comme ça, souvent avec les métaux précieux d'ailleurs, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Il y a des stratégies, et ça c'est vrai qu'on le répète souvent, les stratégies elles ne sont pas à mettre le jour du NFP. Les stratégies elles sont à mettre en place avant le NFP. Parce que le jour du NFP, on ne fait rien. On encaisse ce qu'on a fait 3 jours avant. C'est-à-dire que là, l'or il baisse, et je pense qu'il va baisser davantage jusqu'au NFP, mais le jour du NFP, moi j'en sais rien. Si le rapport il est horrible, et que le dollar chute, l'or va remonter. Si le rapport est hyper bon, au contraire, la tendance se prolongera. Mais ça, c'est une chance sur deux. Par contre, ce qui n'est pas une chance sur deux, et c'est ce que dit maintenant l'analyse technique, l'once d'or qui a fait une fausse cassure des 1147 et qui est sortie par le bas du canal, je pense, a davantage de perspectives de baisse, et je pense que l'or va se replier en direction des 1120 et des 1115 $. Essentiellement parce que le dollar US reste globalement fort, mais en fait il ne monte pas non plus, il est stable. Mais surtout parce que les métaux précieux sont sous pression. Alors, écoutez, voilà pour le gold, le pétrole. Bon, le pétrole, moi j'ai qu'une chose à dire. Moyenne mobile simple à 20 jours, c'est la seule chose qui m'intéresse. Moyenne mobile simple à 20 jours. Tant qu'on se maintient, de toute façon c'est stable. Dans l'absolu c'est stable entre 43 et 46. Ok. Mais
Voilà, moyenne mobile simple à 20 jours. Le marché, tant qu'il reste en dessous, il y a un risque de baisser, pas forcément fortement baisser, mais c'est devenu neutre entre 43 et 45, 50, 46. Donc voilà, pas non plus des choses transcendantales à vous dire dessus. Euh, Vous avez maintenant ici un graphique qui juxtapose le prix de l'or et le prix du cuivre. Alors le cuivre fait un rebond initial à proximité de ses plus bas ici à 2,20 $. Il y a à nouveau, on l'observe, petite décorrélation. Le rebond du cuivre et au contraire l'or qui a cassé un support. Là il y a toujours parfois une espèce d'arbitrage intramarché sur le marché des métaux entre les métaux industriels et les métaux précieux. Ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Là on voit qu'à court terme c'est ce qui se passe. Bon, après on va pas non plus s'éterniser là-dessus parce que c'est pas non plus très stable. Voilà. Alors un graphique quand même à vous montrer, c'est la tendance du yuan, la monnaie chinoise. On parle beaucoup de la monnaie chinoise. Figurez-vous que toute l'action estivale de la Banque populaire de Chine est en train d'être annulée par le marché. La monnaie chinoise, plusieurs dévaluations consécutives, rappelez-vous, en août. Alors la dévaluation, c'est l'action d'une autorité. La dépréciation, c'est l'action naturelle du marché, de l'offre et de la demande. En août, la Banque populaire de Chine, en accord avec les autorités politiques, a fait plusieurs dévaluations successives. Le yuan renminbi a perdu de la valeur face au dollar américain. Actuellement, il se renforce. La monnaie chinoise se renforce, notamment ici face au dollar américain. Vous avez une tendance baissière ici sur le taux USD CNH. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Déjà, première chose, cela peut aussi amener la Banque populaire de Chine à intervenir de nouveau, à faire son possible, pour agir à la baisse ici sur la devise chinoise. En tout cas, je voulais simplement vous montrer ça, qu'une partie de son action de l'été est en train d'être effacée donc, par le marché. Voilà, et donc cet après-midi, alors je mets le DAX en plein écran en données horaires, et je réponds à vos questions. Alors, question... Net à la vente, net à l'achat. Lorsque plusieurs ordres sont ouverts, écoutez Julien, c'est, je dirais, l'opposé de brut. Ça vient distinguer, je dirais, ça fait un peu, ça compartimente les positions sur plusieurs positions ouvertes, net à la vente, net à l'achat. Ça fait comment dire, ça découple les positions longues et les positions short en deux segments. Moi, je pense que c'est l'explication la plus plausible. En tout cas, c'est ce qu'indique le libellé. Bonjour, question de Homer sur le DAX, en mensuel sur le DAX, l'indicateur Ishimoku. Ok, alors c'est une bonne question Homer, figurez-vous, puisque chaque mardi à 16 h, il y a le point de marché Ishimoku. Donc, rendez-vous ici même à 16 h pour un point de marché Ishimoku, Homer, où là un expert sera en mesure de vous répondre. Voilà, l'utilisation de l'Ishimoku en données mensuelles sur le DAX, je préfère laisser notre expert maison s'exprimer sur le sujet, et ce sera ici même à 16 h. Alors, question de Fifi. Le DAX a-t-il fait un point haut à 9500 points? Alors, Fifi. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agissait d'un objectif de cours pour une stratégie d'achat du support à 9340. Ok. Ce que nous dit pour l'instant le marché, c'est qu'il y a eu un premier rejet à 9500 points et que pour le moment, a priori, le DAX repart à l'assaut des 9500 points, sans pour autant les avoir dépassés. C'est un seuil important, on pourrait presque dire que c'est la médiane du range 9340-9740. En horaire, on n'a pas pour le moment suffisamment d'indications que les 9500 points vont mettre un terme définitif au rachat de positions vendeuses, ce qui indiquerait que les 9500 points mettent un terme au rebond. Je pense ce serait la cassure des 9435. Ce niveau-là horizontal,
9435. Mais j'ai quand même le sentiment que le marché a envie encore de repartir à l'assaut des 9500 points. En tout cas, pour le moment, c'est ce que disent les charts intraday. Alors, visiteurs, arrêtez de dire que l'or ne rapporte rien. Le Brésilien qui a de l'or a gagné 50% en un an. Alors, oui, visiteur. Alors, donc je continue de dire que l'or ne rapporte rien. Le Brésilien qui a de l'or a gagné 50% en un an, forcément parce que le réal a chuté. Donc ça n'a rien à voir avec l'once d'or. C'est uniquement parce que c'est un placement en dollars américains. Et moi, je vous laisse observer la tendance de l'USD BRL, d'accord? Ou mieux, du BRL USD. Pour un réal, bientôt, vous n'aurez même plus un quart de dollar américain. Donc, l'once d'or, le Brésilien qui détient l'once d'or depuis un an, il a gagné 50%, uniquement parce qu'il a échangé ses réals contre des dollars US en se plaçant sur une matière première libellée en dollars américains. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec l'once d'or. Je confirme, l'once d'or ne rapporte rien. Ni taux d'intérêt, ni dividende, absolument rien. L'once d'or, c'est juste un prix. C'est une matière première qui a une utilisation physique réelle dans un certain nombre d'industries, mais en tant qu'actif financier, ce marché n'a pas de rendement. Les actions rapportent des dividendes, les devises à travers les rollovers, chaque devise est associée à un taux d'intérêt, ça rapporte au-delà d'une session de trading. On peut envisager des stratégies de revenus sur le marché des devises, notamment la stratégie la plus connue qui est celle du carry trade, par exemple. Mais je confirme, l'or ne rapporte rien du tout. Homer, qui fait donc un... Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Merci donc d'avoir été attentif au morning meeting, il est 11h45. Moi je vous retrouve tout à l'heure pour suivre les statistiques américaines et l'inflation en Allemagne. Prochain point de marché avec Sylvain à 13h qui va revenir sur ce qui vous intéresse parce que c'est chaud, le DAX en intraday avec beaucoup de volatilité depuis l'ouverture de la session européenne. C'est donc ici même à 13h. Merci à tous et à tout à l'heure.